Mémoire d'un continent, Elikam Bokolo. Roman et histoire, les derniers esclaves. L'esclavage des Africains, voilà un vieux sujet, un sujet difficile, un sujet encore actuel et un sujet toujours controversé. Il y a différentes manières de l'aborder, ce thème. Nous disposons de mémoires, les mémoires d'esclaves, les mémoires de maîtres d'esclaves et les mémoires des capitaines négriers. Il y a aussi l'histoire des historiens, une histoire dont on se rend compte que les historiens ne sont absolument pas d'accord entre eux, même dans le cas des États-Unis, pour savoir si la condition des esclaves a été très mauvaise ou plutôt moyennement mauvaise et les conséquences actuelles. Il y a aussi de plus en plus, on le voit aux États-Unis même, dans certains États comme la Californie et dans quelques pays d'Europe, le recours à la justice, notamment dans le problème des réparations, le recours à la justice et aux tribunaux pour en quelque sorte dédommager les descendants justement des personnes qui ont été victimes de l'esclavage. Et ce thème, on le trouve dans le livre dont nous allons parler aujourd'hui. Et il y a enfin la littérature. Toutes sortes de textes qui relèvent de la littérature, les poèmes, le théâtre, mais aussi le roman. Le roman, un genre peu usité en France et dans les pays francophones, alors qu'aux États-Unis, au contraire, c'est un genre qui fait recette depuis le livre justement célèbre de Harriet Beecher Stowe, La case de l'oncle Tom, livre que beaucoup considèrent comme la goutte d'eau qui a fait connaître à tout le monde le problème de l'esclavage et qui a conduit à la guerre de sécession. Alors justement, le roman, les États-Unis, c'est l'objet de notre entretien d'aujourd'hui, grâce à un livre dont nous recevons l'auteur, Dieudonné Moufankolo Mundel. Bonjour. Bonjour professeur. Ce livre s'appelle Les derniers esclaves, roman, livre que vous venez de publier aux éditions L'Harmattan. Vous rejoignez un courant assez ancien, mais peu représenté déjà dans les langues françaises et encore moins sur le continent africain. Donc un roman qui en outre évoque l'esclavage dans le cadre des États-Unis, avant l'esclavage, pendant et après. Ce roman, c'est un petit roman en volume. Il fait moins de 100 pages, mais c'est un roman qui est tellement éclaté, tellement riche et qui touche à tellement de problèmes que nous ne pouvions pas ne pas en parler. L'idée d'écrire ce roman, d'où ça vous vient, puisque vous n'êtes pas historien, vous n'êtes pas dans les sciences sociales, vous êtes plutôt dans les sciences biomédicales, dont on trouve des traces dans votre livre. Hein. Alors, pourquoi un livre sur l'esclavage aujourd'hui, livre que vous avez publié à Paris, mais qui a été écrit, je pense, largement en République démocratique du Congo? Oui, professeur, effectivement. D'abord, je tiens vraiment à vous remercier parce que pour moi, c'est plus qu'un honneur d'être à l'ombre d'un grand chêne de la forêt culturelle africaine, mais même mondiale. Personnellement, ce livre m'a été inspiré quand j'ai fait un voyage aux États-Unis et que j'ai senti que dans la communauté noire américaine, que ce problème d'esclavage est encore les marque et les touche énormément, étant donné que c'est un problème africain aussi, parce que leur origine est africaine. Pour moi, c'est comme si je retrouvais des cousins et j'ai été très ému par ce problème et j'ai eu l'inspiration d'écrire ce livre pour essayer de donner un sens à ce courant d'esclavage. Alors il y a les astuces, disons les recettes de cuisine. Hein. Vous, les vôtres, c'est de l'histoire parce que c'est un livre qui parcourt une durée extrêmement longue. Vous commencez le livre au moment où l'esclavage est encore actif aux États-Unis, où la traite est encore pratiquée, mais où on commence déjà à discuter du problème de l'esclavage. Ce qui nous met peut-être dans les années 1840 ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est avant la guerre de sécession, et vous prenez comme personnage central pas un négociant,
pas un banquier, pas un armateur, mais vous prenez un pasteur baptiste. Alors ce choix, pourquoi? Ces choix, je pense qu'il fallait montrer que, comme vous dites, il y avait un clivage. Je commence le roman au moment où il y a un clivage nord-sud aux États-Unis, où le nord est abolitionniste et le sud est esclavagiste. Et je prends un blanc, un pasteur, qui traduit un peu l'amour, parce que lui, il va prendre fait et cause pour les esclaves. Et alors c'est, à mon sens, la personne idéale pour faire ce genre de travail, s'occuper des esclaves, être plus proche pour montrer que, bon, c'était pas tous les blancs qui étaient contre les noirs. Mais en même temps, il accepte l'esclavage, puisqu'il accompagne ce bateau jusqu'en Afrique, jusqu'à Gorée. Là aussi, c'est un choix symbolique, je pense, puisque Gorée est aujourd'hui le lieu de mémoire par excellence. Et la manière dont vous racontez la maison des esclaves, etc., rappelle le regretté Joseph Ndiaye, qui avait justement cette manière de raconter l'installation, le maintien des esclaves et puis la sortie par la porte de non-retour. Et donc c'est au cours de ce voyage que il cesse d'être pour l'esclavage et il découvre une véritable humanité. Donc il va en Afrique, ils prennent des esclaves et au retour ça commence à mal tourner. D'abord il y a un orage très violent. Oui, il y a cet orage très violent, mais je précise tout de suite qu'il est contre l'esclavage déjà en Amérique, parce que il est de Maryland, du Nord, et qu'ils sont abolitionnistes. Et que précisément il fait ce voyage, justement, selon lui, pour prendre soin des esclaves et réunir des éléments d'un dossier qu'il va confier au Congrès pour qu'on puisse abolir. Il idéalisait ainsi. Et après, il y a cette tempête qui bouleverse tout. Vraiment, il devait mourir. Et grâce à la prière du pasteur, ils sont tirés d'affaire. Juste après, il y a cette épidémie qui éclate dans une des cales du bateau et qui va contraindre le capitaine, contre son gré, vraiment à abandonner le pasteur et un petit groupe d'esclaves sur une île perdue de l'océan Atlantique. Bring him dead alive, Lord, Lord, bring him dead alive. Oh, well, the Debbie, it told till I ain't gonna mess with leather. Oh, well, the Debbie, he told her how shame. Says I ain't gonna mess with leather. Well, he's a dangerous man. Lord, Lord, he's a dangerous man. Dieudonné Moufankolo Mundel, oui. Nous sommes avec vous pour parler de votre roman Les Derniers Esclaves. Nous en étions au moment où, parti de Gorée finalement sans histoire, après une tempête orageuse dont finalement ils s'en sont sortis, la maladie oblige le capitaine à les laisser tomber, à les abandonner dans une île où on pensait qu'ils allaient purement et simplement se perdre. Alors là, je trouve que lorsqu'on arrive dans l'île, vous changez d'écriture. C'est-à-dire, on était dans une narration classique. Lorsqu'on arrive dans l'île, nous entrons dans deux registres différents. D'une part, le registre des récits de voyage, donc des bateaux qui se perdent en mer, et il y a des récits de voyage, dont l'île au trésor, avec Robinson Crusoe, est un bon exemple. Mais je crois que c'est pas ça votre modèle, parce que l'île est aussi le lieu où beaucoup de penseurs ont inscrit des phénomène d'utopie. D'ailleurs, Utopie de Thomas More est une île au départ. Et est-ce que c'est ça? Parce que il va se passer beaucoup de choses dans cette île. On peut interpréter ça de plusieurs manières.
ça peut être le cœur de quelqu'un, où on se réfugie, ça peut être des pensées, ça peut être une situation qui vous arrive. On peut vivre dans une île au milieu des gens, donc une situation contraignante qui vous isole et qui vous oblige à vivre d'une certaine manière. Et d'ailleurs, vers la fin, il y a la sénatrice Nell Lawson qui compare cette situation un peu à celle des Africains qui sont restés sur la grande île du continent africain et qui partent après, ainsi de suite. Donc, l'île peut représenter énormément de situations. Dans cette île, nous avons le pasteur David Hightower et vous expliquez, je crois que le choix des chiffres n'est pas totalement innocent, qu'il y a 3 hommes et 3 femmes. Donc au départ, on peut dire il y a un équilibre presque parfait, 3 hommes noirs, 3 femmes noires. Donc le pasteur est en quelque sorte automatiquement un peu à l'extérieur de cette relation obligée. Mais finalement, il va naître une communauté, pas? Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous montrez le pasteur d'abord comme un instituteur, un instructeur. Absolument, mais avant cela, il y a l'Afrique, cette île-là, où une femme retrouve les fameuses herbes qui les guérissent miraculeusement. Je valorise aussi la pharmacopée africaine avec cela. C'est un médicament que les Africains connaissaient. Et puis effectivement, il y a un peu comme un colonisateur, ce pasteur qui leur apprend l'anglais, qui leur apprend les rudiments des sciences. Et finalement, les Africains qui se comprenaient pas très bien entre eux, grâce à cela, arrivent aussi à se comprendre. C'est un peu un microcosme, ce qui s'est passé aussi sur le continent africain. Et ce qui s'est passé aussi en Amérique, où ces esclaves venus du Sénégal, du Golfe de Guinée, du Congo, ont commencé à se mélanger en parlant anglais et en enrichissant la langue anglaise de mots africains. Alors il y a des mariages, il y a des enfants, dont un enfant, une fille, Awa Nai. Dites-nous un peu, c'est une jumelle, enfin assez spéciale, parce qu'on va la retrouver plus tard dans l'histoire. Awa Nai, c'est vraiment un personnage avec le pasteur, des personnages clés de l'île, qui vient combler le déséquilibre initial que vous avez constaté, qui vient même intégrer le pasteur, même s'il avait déjà beaucoup fait pour eux, mais il était entièrement à part et non pas à part entière dans la communauté. Et c'est grâce au mariage avec Awa Nai, avec un caractère un peu particulier par rapport aux jeunes de son âge, c'est le mariage avec cette Awa Nai, qui est une jumelle, et l'autre jumeau est mort à la naissance, et elle finalement devient la femme du pasteur David Hightower et devient Awa Nai Hightower. Alors une question quand même, il y a beaucoup de religions dans votre livre, on voit cette espèce d'équilibre, 3 hommes, 3 femmes, une jumelle dont le frère décède, donc on revient à une sorte d'équilibre, 4 femmes, 4 hommes, et cette Awa parle beaucoup de paradis. On a en quelque sorte une sorte de microcosme paradisiaque dans cette île, et justement, comme elle est intelligente, espiègle, forte tête, mais très intelligente, elle va poser à ce pasteur la question fondamentale. Que s'est-il passé au paradis entre Adam et Ève, et qu'est-ce que c'est que cette pomme qu'ils ont consommée? C'est une fille qui est très éveillée, qui, par rapport au pasteur, qui leur raconte cette histoire de la pomme, mais après, elle se dit, mais si c'était une pomme, mais pourquoi Dieu n'a pas demandé qu'on plante des pommiers pour lui rendre ses pommes, et au contraire, il va punir les naissances et tout. Alors, on comprend quand il se marie après, parce qu'elle lui dit, tiens, j'ai trouvé le fruit. Alors le pasteur dit, ouais, mais c'est quoi et tout. Alors elle lui dit, cette nuit, nous avons mangé ce fruit. Donc pour elle, ça avait rapport avec ça. Ça c'est pour, ça engage Awa Nai. On a là une communauté, si on peut dire ainsi. Les enfants naissent, des petits-enfants, le groupe s'élargit, il y a toute une économie qui se met en place, et vous faites bien de montrer que, est-ce que les Africains déportés aux Amériques ont transporté seulement leur force de travail
physique ou est-ce qu'ils ont transporté autre chose? Donc vous montrez qu'ils ont transporté des savoirs, notamment ces savoirs médicinaux, mais en même temps tout ce qui est chasse, élevage, etc. Mais vous expliquez aussi qu'ils sont en train de devenir américains puisqu'ils parlent anglais, ils sont baptistes et on a même l'impression que le modèle social et politique, et c'est en fait américain. Américain, absolument, parce que c'était une intégration de l'Africain dans la société américaine. Le mimétisme, même en restant sur le continent africain, nous l'avons subi nous-mêmes. Tout cela, je traduis dans cette petite communauté qui effectivement n'est plus tout à fait africaine et n'est pas encore américaine, elle est à cheval, mais qui finalement va s'intégrer dans cette grande nation américaine à la fin. Comme dans toutes les utopies, le temps passe sans qu'on s'en rende compte. Et en fait, les gens ont beaucoup vieilli. Et David Hightower, avant de mourir, leur laisse une prophétie fameuse. Il dit, je vous cite, « Je sais qu'un jour on vous retrouvera, et si on vous demande qui vous êtes, dites simplement, nous sommes des esclaves américains. Ainsi, on vous amènera vivre en Amérique. » Après la mort donc de David Hightower, ils sont retrouvés par la marine américaine. Alors, on peut imaginer que, avec tout ce que vous dites, le radar, tout ça, que nous sommes après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il s'est passé à peu près un siècle. Alors, on les ramène en Amérique. Et la question se pose, qui êtes-vous? Ils répondent, des esclaves américains. Aux États-Unis, tout passe par le Congrès, le président, la loi, etc. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des pages très drôles et en même temps très pathétiques que vous évoquez. Il y a d'abord le Pentagone, à qui l'amiral fait rapport. Ils se disent non, c'est pas une situation de guerre, il faut envoyer ça à la présidence. Là-bas, il y a des discussions et ils se mettent pas d'accord parce qu'il y en a qui disent ils doivent rentrer en Afrique, d'autres non. Et finalement, le président décide qu'on envoie le problème au Congrès parce qu'au moins au Congrès, on peut trancher avec un vote. Et effectivement, mais il décide de les faire venir en Amérique, à New York en plus, avec tous les dépaysements. Et je pense que c'est ça le côté drôle. Et il y a ce débat au niveau du Congrès où il y a un groupe qui dit mais non, d'abord ils sont ni esclaves ni américains, donc c'est vide. Et puis les autres qui disent mais non, ils ont bel et bien quitté l'Afrique comme leurs ancêtres, comme esclaves. Et puis ça évolue. Après on requalifie et c'est ça le titre. On dit non, en fait c'est les derniers esclaves. C'est comme si c'était ces mêmes esclaves qui ont pris du retard pour arriver par rapport aux autres. Ils sont arrivés les derniers. Mais après l'abolition de l'esclavage. Et c'était là tout le problème. Et finalement, il y a les descendants de David Hightower. Eux, au moins, on peut pas leur nier. Alors, comment laisser les autres faire 2 poids 2 mesures? Et finalement, on dit, les derniers esclaves doivent bénéficier des mêmes avantages que les premiers esclaves. Dans ce livre, Dieudonné Moufankolo-Mondel, la dédicace à tous mes amis américains, spécialement ceux d'origine africaine. Est-ce que ce livre s'adresse seulement aux Africains américains ou aussi aux Africains? C'est à tout le monde. Comme vous avez dit dans l'utopie de cette île peut être aussi notre continent africain ou toute situation malencontreuse que quelqu'un peut vivre. Vous verrez par exemple que les noms cités là-dedans, ce sont les noms sénégalais, de l'Afrique de l'Ouest. Donc ça nous concerne. Le pasteur qui vient finalement donner tout un sens à l'esclavage, que c'était le plan de Dieu de faire cette grande nation et que l'esclavage était le moyen, comme il l'avait fait avec Joseph dans la Bible, l'a amené en Égypte comme esclave, mais pour devenir un grand. Et nous le voyons d'ailleurs aujourd'hui, que les États-Unis, c'est un noir qui est là à la tête. Donc finalement, c'est vraiment un livre qui veut donner ce sens-là de l'esclavage pour consoler en quelque sorte les Noirs américains. Mais vous verrez là-dedans, il y a aussi des Blancs qui sont impliqués, et même aux États-Unis, il y a des Blancs qui sont impliqués dans la lutte contre les conséquences de l'esclavage
qui sont le racisme et d'autres injustices sociales. Donc ça concerne tout le monde. Voilà donc un livre très intéressant qui amusera, instruira et en même temps rendra perplexe tous ceux qui vont le lire, puisqu'il y a là des questions importantes. Livre que nous vous devons, donc Dieudonné Moufankolo-Ondel, Les derniers esclaves, publié aux éditions L'Harmattan. Merci d'être venu à nos micros. Ici se termine notre émission Mémoire d'un continent, réalisation Romain Ferré. RFI.